Soucieux de l'adaptation du contenu des médias aux nouveaux enjeux issus de la généralisation du numérique, l'accès au réseau et la convergence des médias, les participants de cette conférence de Montréal ont recommandé à l'OIF et aux acteurs des médias d'œuvrer dans 4 directions: l'innovation, la formation, le contenu et la distribution. Prenant en compte ces recommandations, l'OIF a estimé que l'organisation des hackathons de l'audiovisuel pourrait amener les jeunes à contribuer au changement qualitatif que nécessite la transformation digitale du monde des médias. Selon mes informations, le hackathon a pour objectif général d'aider les jeunes journalistes, les développeurs de sites web et les graphistes à inventer des produits et services audiovisuels innovants. C'est un concours performatif qui permettra aux candidats de confronter leurs talents, de montrer leur potentiel aux professionnels de l'audiovisuel, aux entreprises et autres institutions internationales. C'est aussi une session de formation puisque les concurrents bénéficieront de l'assistance de mentors nationaux et internationaux pour les aider à stimuler leur créativité, à affiner et transformer leurs idées en projets. Fort de cette perception que j'ai du hackathon, je puis conclure qu'il s'agit d'une forme plutôt innovante de formation des jeunes. Vu sous cet angle, le hackathon m'intéresse particulièrement, étant donné que la HAC assure, entre autres, la formation des professionnels des médias. C'est une joie immense qui est un certain nombre de couronnements de ce que nous représentons en tant qu'ESAE et une prime à cette reconnaissance pour tout ce que nous faisons. Et pour cela, je remercie infiniment l'OIF de nous avoir fait confiance, de nous avoir confié cette activité hautement importante et internationale. Nous sommes dans un monde essentiellement numérique et lorsqu'on est journaliste, on le constate aisément aujourd'hui que les anciens supports que nous connaissons, que nous utilisons, commencent par disparaître ou du moins commencent par être sérieusement concurrencés et rangés au placard par les nouveaux médias. Alors, l'objectif ici maintenant, c'est de montrer que par rapport à ces nouveaux médias, vous êtes capable d'être sélectionné parmi les meilleurs qui proposent davantage des services. Dans l'histoire, il fait partie de ceux qui incarnent l'unité nationale et plonge ce jeudi 28 juillet 2016 tout un peuple dans le deuil. Né le 23 mars 1918 à Ouidah, Émile Derlin Zinsou est une personnalité politique du Bénin. Il fut le président de la République du Dahomey de 1968 à 1969. Ancien élève de l'école normale William Ponty du Sénégal, diplômé de la faculté de médecine de Dakar, il entre en politique dès l'indépendance de la République du Dahomey. Le régime militaire qui a pris le pouvoir en 1967 le propulse à la présidence du Dahomey le 17 juillet 1968 jusqu'à un coup d'État qui le renverse en décembre 1969. Il est l'un des principaux opposants au régime de parti unique imposé par Mathieu Kérékou de 1974 à 1990. Le 16 janvier 1977, une tentative de coup d'État menée par un groupe de mercenaires dirigé par Bob Denard a lieu au Bénin. L'opération dénommée Opération Crevette et qui avait pour but de renverser le régime marxiste de Mathieu Kérékou fut un échec. Plusieurs accusations sont lancées contre Émile Derlin Zinsou par le pouvoir en place au Bénin. Bob Denard affirmera dans ses mémoires que ce coup d'État avait pour objectif de réinstaurer Zinsou à la tête du Dahomey. Cependant, Émile Derlin Zinsou a toujours nié toute participation à cette opération. Il n'a cependant émis aucun commentaire sur le livre de Bob Denard qui affirme qu'il était à bord de l'avion des mercenaires le 16 janvier 1977, attendant d'être proclamé président du Bénin en cas de succès de l'opération. Dans le processus de démocratisation du pays, Zinsou a été membre du Haut Conseil pour la République
République fondée le 9 mars 1990 avec les anciens présidents tels que Aromandegbe, Kongaku et Maga. Il participe à la fondation de l'Union africaine le 12 juillet de l'an 2000 à Lomé. Il est également vice-président du Haut Conseil de la francophonie. Il est le doyen des anciens présidents de la République du Bénin, encore en vie. Il est également le président d'honneur de l'Organisation internationale de lutte contre la drépanocytose. Son neveu Lionel Zinsou a été, entre le 8 juin 2015 et le 6 avril 2016, le 8e premier ministre du Bénin. Candidat à l'élection présidentielle de 2016, il a échoué au second tour face à Patrice Talon. L'homme que le peuple béninois pleure aujourd'hui est mort à 98 ans et avait 42 ans lorsque le Bénin accédait à la souveraineté internationale. Au Niger, le Programme alimentaire mondial risque de suspendre son programme par manque de moyens. L'organisation dit avoir besoin d'environ 20 millions d'euros pour subvenir aux besoins des plus vulnérables. Les fonds seraient de plus en plus difficiles à rassembler vu l'accroissement des pays ayant actuellement besoin d'aide alimentaire. En République démocratique du Congo, l'affaire jugement contre Katumbi fait grand bruit. La juge Chantal Ramazani Ouazouri dénonce dans sa lettre adressée au ministre de la Justice des pressions qu'elle a subies au cours du procès pour la spoliation immobilière qui visait Moïse Katumbi. La présidente du tribunal de paix de Kamalondo, Alubumbashi, demande de ne plus considérer sa signature et met en cause l'Agence nationale des renseignements. Chantal Ramazani est recherchée et les réseaux sociaux la situent déjà aux États-Unis. Au Gabon, la candidature du président sortant Ali Bongo Ondimba est validée pour la présidentielle du 27 août prochain. Les recours déposés par les opposants accusant Ali Bongo ont donc été rejetés par la Cour constitutionnelle. L'ex-président du Gabon est accusé par ses opposants d'avoir falsifié son acte de naissance et de ne pas être né gabonais. Au Mali, l'administration judiciaire est paralysée par une grève de 112 heures, lancée par le syndicat autonome de la magistrature. Depuis mercredi dernier, les magistrats réclament l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Au Maroc, 23 détenus sahraouis seront rejugés devant un tribunal civil. Ils avaient été condamnés par un tribunal militaire à des peines de prison allant de 20 ans de réclusion à la perpétuité pour le meurtre des membres des forces de l'ordre pendant le démantèlement du camp de Jim Izik fin 2010. Mais puisque le Maroc a interdit il y a 2 ans le jugement des civils des tribunaux militaires, un nouveau procès aura lieu.